Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans. L'année dernière, ma propre mère et mon beau-père m'ont coincé dans un salon privé de restaurant, me tendant un piège avec un avocat d'affaires chevronné pour voler l'héritage de mon défunt père. Alors que j'étais assis là, pleurant encore l'homme qui m'avait élevé seul, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais un fils égoïste et ingrat pour ne pas vouloir lui signer l'abandon de tout ce que mon père avait bâti. Ils ont littéralement ri de mon refus devant leur coûteux avocat, pensant qu'ils me tenaient complètement au piège. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. J'avais déjà tendu mon propre piège. Et la femme qui s'apprêtait à franchir la porte de ce restaurant allait détruire leur vie luxueuse et mensongère. Et maintenant, ce sont eux qui implorent la clémence alors qu'ils risquent de la prison ferme. Avant de vous raconter exactement comment j'ai détruit leur monde parfait pièce par pièce, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et en la protection de ce qui vous revient de droit. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous regardez dans la section des commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a réellement commencé. Dès l'instant où j'ai franchi la porte du salon privé à l'arrière de ce restaurant de grillades haut de gamme, j'ai su que mon instinct avait vu tout à fait juste. Ce n'était pas le brunch familial décontracté que ma mère, Béatrice, m'avait promis. Le restaurant était l'un de ces endroits excessivement chers du centre-ville de San Diego où la lumière est toujours trop tamisée dans la salle principale, mais le salon privé à l'arrière était douloureusement lumineux. La climatisation était réglée si fort qu'on se croyait dans une chambre froide. J'ai franchi les lourdes portes en bois et j'ai aperçu la table en acajou. Elle était complètement vide, aucun menu, verre d'eau, corbeille de pain ou couvert. Il n'y avait aucune intention de manger ici aujourd'hui. Posée pile au centre du bois verni se trouvait une pile épaisse et intimidante de documents juridiques, à côté d'un stylo argenté de grande valeur. Ma gorge s'est instantanément serrée. J'ai remarqué un homme vêtu d'un costume gris élégant et bien ajusté, déjà assis à la table. Son ordinateur portable argenté était ouvert, l'écran brillait intensément, et ses yeux se sont fixés sur moi à la seconde même où la porte en verre dépolie s'est refermée derrière moi. Il n'avait pas l'air d'un homme venu pour déguster une entrecôte. Il avait l'air d'un homme venu exécuter une prise de contrôle au style d'entreprise. Ma mère a souri. C'était ce sourire parfait et travaillé, digne d'un concours de beauté, qu'elle utilisait toujours pour ses photos sur les réseaux sociaux. Celui qui étirait ses lèvres mais n'atteignait jamais ses yeux froids. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise directement en face d'elle, en disant d'une voix mielleuse que nous devions simplement parler de ce qui était juste après le décès de mon père. Je travaille dans la technologie en tant qu'ingénieur système. Je gère des contrats complexes, des logiques impénétrables et la sécurité des données à longueur de journée. Je sais reconnaître un piège quand j'en vois un, mais honnêtement, rien ne vous prépare à entendre votre propre mère vous présenter un parfait inconnu comme son avocat. Il s'appelait Daniel. Il a poussé l'épaisse pile de papier vers moi à travers la table avec cette assurance désinvolte qui m'a retourné l'estomac. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas présenté ses condoléances pour mon père, qui était sous terre depuis moins d'un mois. Il s'est contenté de lancer son argumentaire. Il a expliqué, d'une voix plus fluide que de l'huile, que ces documents avaient été rédigés pour redistribuer mon héritage. Il a utilisé un jargon juridique lourd et déroutant pour habiller ce qui était essentiellement un vol. Il a employé des mots comme restructuration volontaire, accord de règlement familial, division équitable des actifs hérités et fiducie partagée irrévocable. Ma mère restait assise là, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, sa posture parfaitement droite, me regardant comme un juge attend un plaidoyer de culpabilité. À sa droite se tenait mon beau-père, Grégory. Il portait sa montre Rolex en or emblématique, affichait un bronzage parfait, jouant le rôle de la figure paternelle bienveillante tout en calculant clairement le gain financier dans sa tête. Il n'arrêtait pas d'ajuster sa coûteuse cravate en soie, me regardant avec cette expression condescendante, comme si j'étais un enfant confus qui avait besoin d'être guidé vers la bonne décision. À côté de lui se trouvait mon demi-frère Tristan, l'enfant chéri. Tristan avait 18 ans, portait des vêtements de marque payés par l'entreprise immobilière soi-disant florissante de Grégory. Il pianotait sur son téléphone comme s'il s'agissait d'une simple corvée ennuyeuse se dressant entre lui et ses projets de week-end. Daniel m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il me suffisait de signer au bas de la page 42. Il a expliqué que les documents transféreraient exactement 65% de l'ensemble des biens de mon père dans une fiducie partagée pour le bien de la famille. Il a essayé de présenter cela comme un acte noble. Il a spécifiquement mentionné le fonds universitaire colossal de Tristan,
arguant que les frais de scolarité augmentaient et que mon père n'aurait pas voulu que son plus jeune parent commence sa vie avec des dettes. Il a commodément passé sous silence le fait que Tristan ne partageait aucun ADN avec mon père et que mon dad méprisait Grégory. J'ai regardé le stylo argenté. J'ai regardé le contrat détaillant la somme de l'œuvre de la vie de mon père. J'ai pensé aux milliers d'heures que mon père avait passées à écrire du code, à sauter des vacances et à conduire sa voiture délabrée juste pour me construire ce filet de sécurité. Et puis j'ai regardé Daniel à nouveau et j'ai simplement dit non. La température dans la pièce a chuté instantanément. Les faux sourires ont disparu des visages de ma mère et de Grégory. Le ton mielleux et conciliant de Daniel s'est évanoui, remplacé par une attitude froide et calculatrice. Il s'est penché en avant, refermant légèrement son ordinateur portable, et a commencé à faire allusion au fait de m'entraîner dans un procès massif et interminable. Il a parlé de la brutalité du tribunal des affaires familiales, de la façon dont mon score de crédit pourrait être ruiné par un litige en cours, et du fait que les seuls frais de justice engloutiraient la succession. Bref, il m'a dit que ma vie deviendrait un enfer si je ne coopérais pas en signant ce papier. Ma mère est intervenue, d'une voix stridente et perçante, abandonnant complètement son rôle de mère affectueuse. Elle m'a dit que je ruinais la famille, que je thésaurisais la richesse par pure méchanceté, et que mon père aurait profondément honte de mon avidité. Grégory a ajouté que j'étais déraisonnable et que les hommes adultes savent faire des compromis. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang bourdonner dans mes oreilles, mais je pouvais aussi entendre la voix calme de mon père au fond de mon esprit. Il m'avait appris à ne jamais plier sous la pression. Il m'avait appris que les tyrans ne gagnent que lorsqu'on les laisse définir les règles du jeu. J'ai pris une grande inspiration, laissant le silence s'étirer pour les mettre mal à l'aise. Puis j'ai regardé autour de la table et j'ai commencé à les pointeurs du doigt, comptant lentement et délibérément à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de monde dans cette pièce pour intimider un seul homme. Ils ont froncé les sourcils, complètement déconcertés par ce que je faisais. Grégory s'est agité inconfortablement sur sa chaise. C'est à ce moment-là que j'ai souri pour la toute première fois de la journée. Je me suis adossé à ma chaise, tout à fait détendu, posant mes mains sur la table, et j'ai ajouté que le plus drôle, c'est que moi aussi, je n'avais amené qu'une seule personne. Pile au bon moment, un coup sec et autoritaire a retenti sur la porte en verre dépoli. L'hôtesse l'a entr'ouverte juste assez pour laisser entrer une femme en blazer bleu marine élégant. Elle tenait une mallette en cuir usé et affichait un sourire calme et professionnel qui respirait une domination absolue et pure. C'était Nora, mon avocate, la femme qui s'était occupée de la planification successorale de mon père au cours des 15 dernières années. Nora s'est approchée de la table, ignorant totalement l'expression choquée de ma mère, et s'est présentée à Daniel. Elle ne lui a pas tendu la main pour la serrer. Le silence dans la pièce était absolu. Ma mère en est restée bouche bée. J'ai vu la prise de conscience se lire sur le visage de Béatrice. Elle n'était pas seulement cupide. La panique pure dans ses yeux me racontait une toute autre histoire. Elle était désespérée. Était-ce possible? Mais pourquoi? Pour comprendre l'ampleur du désespoir de ma mère, il faut comprendre l'homme qui m'a tout laissé et la femme qui l'a jeté comme un vieux mouchoir. Je n'ai pas toujours été le genre de gars capable de s'asseoir face à un avocat d'affaires agressif et de tenir tête avec assurance. Durant la majeure partie de ma vie, j'ai été un enfant tranquille grandissant dans la banlieue ordinaire de San Diego, pensant que mes parents étaient comme tous les autres. Mon père, Marcus, était une véritable légende à mes yeux, mais on ne l'aurait jamais deviné en le regardant. Il était ingénieur système principal dans une entreprise technologique de taille moyenne. Il emportait chaque jour un sandwich au jambon et au fromage dans un sac en papier craft pour son déjeuner et conduisait une vieille Honda Accord grise délabrée qu'il avait achetée en liquide 10 ans plus tôt. C'était le genre d'homme qui croyait que la richesse se construisait silencieusement en arrière-plan, et non pas sur son poignet ou dans une allée de garage pour impressionner des voisins qu'il n'aimait même pas. Ma mère, Béatrice, était tout l'opposé. Elle détestait la Honda. Elle détestait notre quartier modeste où les gens tondaient eux-mêmes leur pelouse. Elle méprisait le fait que nous fassions nos courses chez Walmart au lieu des marchés biologiques haut de gamme des quartiers riches. Elle voulait désespérément cette immense maison dans une résidence fermée et sécurisée, les abonnements au country club, et les vacances en Europe qu'elle pourrait afficher devant ses amis. Elle mesurait la valeur d'une personne uniquement à la marque de ses vêtements et à son code postal. Quand j'étais adolescent, la friction entre leurs deux mondes totalement différents s'est transformée en un incendie dévastateur.
Je me souviens encore de la nuit où ils se sont finalement séparés. J'avais 15 ans, j'étais assis à la table de la cuisine, prétendant faire mes devoirs de maths tout en les écoutant se disputer dans le salon. Mon père avait étalé une pile de relevés bancaires imprimés sur la table basse, soulignant qu'il se noyait sous les dettes de cartes de crédit à cause de ses habitudes de dépenses. Ma mère tenait sa tablette, faisant défiler des photos d'une immense propriété immobilière qu'elle voulait qu'ils achètent. Elle lui a hurlé dessus, disant qu'elle étouffait dans une vie de médiocrité et qu'elle méritait mieux. Mon père lui a répondu qu'il refusait de faire faillite juste pour alimenter ses fantasmes. Le divorce fut brutal et rapide. Les lois de la Californie imposaient de couper en deux tout ce qu'ils avaient bâti. Ma mère a pris sa moitié de capital et s'est enfuie vers la côte du comté d'Orange, y voyant sa chance ultime de mettre enfin à niveau son style de vie et de fréquenter le milieu dont elle avait toujours voulu faire partie. Mon père a vu cela comme une leçon dure mais nécessaire. Lors des audiences de garde, ma mère s'est à peine battue pour moi. Je n'étais qu'une dépense supplémentaire pour son nouveau mode de vie, un adolescent qui mangeait trop et avait besoin d'un appareil dentaire. J'ai choisi de rester avec mon père. Nous avons vécu dans un petit appartement calme près de Carlsbad, et ce fut la meilleure décision de ma vie. Le week-end, au lieu de m'acheter des baskets chères ou des jeux vidéo, mon père m'asseyait devant l'ordinateur. Il ouvrait des feuilles Excel complexes. Il m'apprenait le fonctionnement d'un plan de retraite 401K. Il m'expliquait la magie des intérêts composés, le danger absolu des dettes de consommation à taux d'intérêt élevés, et pourquoi une excellente cote de crédit était l'outil le plus puissant qu'un homme puisse posséder en Amérique. Il m'a appris que l'indépendance financière était la seule véritable liberté dans ce monde et que personne ne pourrait jamais vous enlever votre dignité si vous étiez maître de votre temps. Pendant ce temps, ma mère s'est réinventée de fond en comble. Elle a épousé Grégory, un agent immobilier tapa à accent grave-l'œil qui conduisait une Porsche rutilante et portait des costumes qui coûtaient plus cher que la voiture de mon père. Ils ont eu Tristan, mon demi-frère, et soudain, les réseaux sociaux de ma mère sont devenus une vitrine constante de perfection artificielle. Des dîners de Thanksgiving parfaitement mis en scène, des séjours de ski luxueux à Aspen, des SUV de luxe neufs dans l'allée de garage. J'étais à peine une note de bas de page dans sa nouvelle vie. Elle ne m'appelait que pour se plaindre du coût des choses ou pour se vanter des frais de scolarité de l'école privée coûteuse de Tristan, comme si j'étais censé être impressionné. J'ai grandi, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur et j'ai décroché un bon salaire dans une entreprise technologique, appliquant chacune des règles que mon père m'avait enseignées. Je vivais en dessous de mes moyens, j'investissais de manière agressive et je restais discret. La vie était paisible jusqu'à ce qu'un mardi pluvieux de novembre change absolument tout. J'étais dans mon appartement en train d'écrire du code sur mon deuxième écran lorsque le téléphone a sonné. C'était la police de la route. Mon père rentrait tard du bureau sur l'autoroute I-5. Un chauffeur de camion commercial s'était endormi au volant, avait traversé 3 voies de circulation et provoqué un carambolage massif. Mon père est mort avant même l'arrivée des secours. Le monde s'est littéralement arrêté de tourner. L'homme qui m'avait appris à lasser mes chaussures, à lire un téléscripteur d'action, à être un homme responsable s'était envolé. J'ai ressenti un vide immense dans ma poitrine, impossible à décrire. Les funérailles furent un flou de costumes gris, de pluie et de voix feutrées. C'était intime, rempli de ses anciens collègues, de voisins et de personnes qui le respectaient sincèrement. Et puis il y avait Béatrice. Ma mère est apparue dans une robe noire de créateur, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, comme si elle défilait sur un tapis rouge plutôt que d'assister à des funérailles. Grégory se tenant à ses côtés, l'air incroyablement ennuyé, vérifiant sa montre toutes les 5 minutes. Tristan jouait à des jeux sur son téléphone au dernier rang, complètement déconnecté de la réalité de la situation. Ma mère serrait dans ses bras des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis 10 ans, pleurant bruyamment, s'assurant que tout le monde dans la pièce la voit dévastée, jouant le rôle de l'ex-épouse éplorée. Je la regardais, ne ressentant rien d'autre qu'un dégoût glacial. Elle n'aimait pas mon père. Elle aimait l'occasion d'être le centre de l'attention. 2 jours après les funérailles, j'ai rencontré Nora. Nous étions assis dans son bureau calme, où flottait une odeur de vieux papier et de cuir, et elle m'a tendu un dossier épais. Mon père avait été méticuleux. Après le divorce, il avait mis à jour son testament et placé absolument tous ses biens dans une fiducie solide comme le roc, dont j'étais le seul bénéficiaire, son appartement, le versement de son assurance vie, ses actions technologiques, ses comptes de retraite, tout. Ce n'était pas la fortune d'un milliardaire, mais c'était un patrimoine très substantiel et discret,
bâti sur des décennies de discipline extrême et d'investissement intelligent. Nora m'a regardé de l'autre côté de son bureau et m'a dit que mon père savait exactement qui était Béatrice. Elle m'a expliqué qu'il s'était assuré que cette fiducie soit blindée. Et voulait que j'aie le plein contrôle de mon avenir, complètement protégé de ses manipulations et des mains cupides de Grégory. L'encre sur les papiers d'homologation n'était pas encore sèche que mon téléphone a commencé à exploser de messages. Béatrice envoyait paragraphe sur paragraphe. Elle ne me demandait pas comment je surmontais l'épreuve. Elle ne me demandait pas si j'avais besoin de parler à quelqu'un. Elle demandait un inventaire financier complet de la succession. Elle disait qu'il était temps de discuter de la réalité des besoins de notre famille pour l'avenir. Je lui ai donné des réponses brèves et polies, lui disant que tout était géré par un avocat et qu'il n'y avait rien à discuter. Je pensais qu'elle se contenterait de se plaindre, de faire un caprice, et de finir par abandonner en réalisant que la loi n'était pas de son côté. Je pensais qu'elle respecterait la limite que j'avais tracée. Mais je me trompais tellement. La véritable guerre ne faisait que commencer, et j'allais bientôt découvrir qu'elle avait des espions partout. Le harcèlement a commencé subtilement au début, conçu pour user mes défenses. Béatrice laissait de longs messages vocaux larmoyants sur le coût exorbitant du fonds universitaire de Tristan et expliquait que mon père aurait voulu que son plus jeune fils bénéficie d'une éducation sans dette. Elle ignorait commodément le fait absolu que Tristan n'était pas le fils de mon père et que mon père ne lui devait rien. Quand j'ai ignoré les messages vocaux, les SMS sont devenus plus tranchants, plus agressifs et profondément manipulateurs. Elle m'accusait d'être corrompu par cet argent frais, de tourner le dos aux personnes qui m'avaient élevé et m'avaient offert un toit. Elle disait que je détruisais l'héritage familial par pur égoïsme. Puis est venu l'appel téléphonique de ma tante Sylvia. Sylvia était la sœur aînée de ma mère, mais elle avait toujours joué le rôle de la gentille pacificatrice neutre dans la famille. C'était la tante qui envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de 5 $ et cuisinait toujours des biscuits pour les fêtes. J'étais assis sur mon canapé un soir, me sentant incroyablement isolé, fixant l'écran de télévision éteint. Quand Sylvia a appelé, sa voix était si chaleureuse et compatissante. Elle m'a demandé si je mangeais bien, si je dormais correctement et si j'avais besoin qu'elle vienne m'aider à nettoyer l'appartement. J'ai complètement baissé ma garde. J'étais vulnérable et fatigué. J'ai admis que la pression de ma mère était épuisante, que les SMS constants me donnaient de l'anxiété et que je voulais juste pleurer mon père en paix sans mener une guerre constante pour de l'argent. Sylvia a poussé un profond soupir au téléphone. Elle m'a dit que je savais comment était ma mère. Elle a dit que Béatrice était juste stressée par les affaires de Grégory et l'avenir de Tristan. Elle a suggéré, sur le ton le plus doux possible, que je devrais peut-être lui donner une petite partie de l'héritage, rembourser l'une de ses cartes de crédit à taux d'intérêt élevé ou mettre une somme sur le compte universitaire de Tristan, simplement pour préserver la paix. Elle m'a dit que j'avais tellement de choses maintenant et qu'ils en avaient vraiment besoin pour survivre dans cette économie difficile. J'étais sur le point d'expliquer que mon père voulait explicitement que cet argent soit protégé lorsque j'ai entendu un son distinct au téléphone. C'était une toux sèche très spécifique, la toux de Grégory. Il avait cette toux chronique de fumeur qui était impossible à confondre. Mon sang n'a fait qu'un tour. Sylvia ne m'appelait pas depuis son salon tranquille de Sacramento. Elle était sur haut-parleur, assise juste à côté de ma mère et de mon beau-père, agissant comme leur interrogatrice personnelle. Ils écoutaient chaque mot que je disais, cherchant une faiblesse, essayant de me manipuler à travers le seul membre de la famille en qui j'avais encore confiance. Ils utilisaient mon chagrin contre moi. J'ai serré le téléphone fermement, mes articulations devenant blanches. J'ai dit à Sylvia, d'une voix qui ne ressemblait même pas à la mienne, de dire à Grégory de prendre une pastille pour la gorge. Je lui ai dit de dire à ma mère que je la verrais en enfer avant de lui donner un seul centime de l'argent durement gagné par mon père. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement bloqué son numéro ainsi que ceux de ma mère et de Grégory. Ma propre famille me traitait comme la cible d'une prise de contrôle hostile d'entreprise, et il n'y avait aucune limite qu'ils ne franchiraient pas. 2 jours plus tard, le véritable sabotage a commencé, passant de la manipulation émotionnelle à une véritable activité criminelle. J'étais à mon bureau en train de travailler à distance lorsqu'un email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Il avait l'air tout à fait légitime. Il présentait le logo exact, la palette de couleurs, la typographie et le pied de page de la banque où étaient détenus les principaux comptes d'investissement de mon père. L'objet indiquait « Urgent, tentative de connexion suspecte. Veuillez vérifier votre identité immédiatement pour éviter le gel de votre compte. »
J'ai failli cliquer sur le lien. Mon doigt flottait au-dessus du bouton gauche de la souris. La panique était réelle, une décharge soudaine d'adrénaline me frappant la poitrine, mais la voix de mon père a résonné dans ma tête, vérifie toujours la source, Julien. Regarde les données, pas l'émotion. J'ai arrêté ma main et j'ai passé le curseur sur l'adresse de l'expéditeur. Au lieu du domaine officiel de la banque, c'était une suite de lettres désordonnées se terminant par une extension de domaine complètement étrangère. C'était un email d'hameçonnage hautement sophistiqué, conçu pour ressembler exactement aux alertes envoyées par ma banque. Je n'ai pas cliqué. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Valérie, ma conseillère dédiée au sein de la division de gestion de patrimoine de la banque. Je l'avais rencontrée une semaine auparavant pour finaliser le transfert de la fiducie. Je lui ai expliqué l'email et lui ai lu les informations de l'entête. Valérie a vérifié son système et a confirmé ma pire crainte. Valérie m'a dit qu'il n'avait pas envoyé cet email. Mais en regardant les journaux de sécurité du système, elle a vu que quelqu'un essayait de forcer le mot de passe de mon compte d'investissement principal depuis 3 heures en utilisant la méthode de force brute. Ils avaient échoué. Mais elle m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une attaque de bot aléatoire venant de l'étranger. Elle a précisé que bien que les adresses IP passent par un VPN, les tentatives de connexion étaient hautement ciblées. Ils utilisaient des variantes du nom de mon animal de compagnie d'enfance, de mon ancienne adresse de l'école primaire et du nom de jeune fille de ma mère. J'ai serré le bord de mon bureau jusqu'à ce que mes doigts se crispent. Quelqu'un ne lançait pas un filet au hasard. On me traquait spécifiquement, et seule une poignée de personnes dans le monde connaissaient les réponses à ces questions de sécurité spécifiques, ma mère. Ils ne se contentaient plus de me manipuler émotionnellement. Ils essayaient activement de commettre une fraude informatique pour s'introduire dans ma vie et voler mon identité financière. J'ai ressenti une vague de colère pure et sans filtre brûler dans ma poitrine. Mais je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui crier dessus. C'est ce que fait une victime. Je suis ingénieur système. En cas de brèche dans le réseau, on ne crie pas sur le pirate. On sécurise le périmètre. On surveille le trafic entrant et on les piège en flagrant délit pour rassembler des preuves. Je devais savoir exactement comment il s'y prenait et, plus important encore, comment il semblait savoir précisément quand j'étais distrait au travail pour lancer ces attaques numériques. Le stress de la situation commençait à déborder lourdement sur ma vie professionnelle. Au bureau, j'étais en lice pour une promotion majeure au poste d'ingénieur en chef. Mon collègue Derek, un type qui passait beaucoup plus de temps à cirer les bottes du PDG qu'à écrire du code fonctionnel, lançait constamment des piques sournoises dans nos canaux Slack au sujet de mon soudain manque de concentration. Il salivait pratiquement à l'idée de me voler ma promotion pendant que je gérais le décès de mon père. Je devais rester concentré pour battre Derek, mais je regardais constamment derrière mon épaule, attendant la prochaine attaque de ma propre famille. J'avais d'un exutoire, de quelqu'un à qui parler en dehors de cette bulle familiale toxique. J'ai pris un café avec Fiona, une amie de mes années d'université qui travaillait dans les ressources humaines pour une autre entreprise technologique du centre-ville. Fiona avait toujours été d'une grande écoute, le genre d'ami qui donne des conseils avisés et objectifs. Nous nous sommes assis à une table dans un coin de café local, et je lui ai tout déballé. Je lui ai parlé de l'héritage, de la fausse réunion de famille au restaurant de grillade, de la trahison de tante Sylvia et de la situation bancaire terrifiante. J'ai même partagé mes frustrations concernant mon emploi du temps professionnel exténuant, en lui expliquant précisément les moments où j'avais de longues réunions de planification verrouillées où je ne pouvais absolument pas consulter mon téléphone personnel ni m'éloigner de mon ordinateur portable. Fiona s'est montrée incroyablement solidaire. Elle m'a tapoté la main, m'a dit de rester fort et a promis de garder mes secrets absolument confidentiels. Elle m'a dit que je faisais le bon choix en protégeant l'héritage de mon père et que je ne devais pas laisser la toxicité de ma mère gâcher ma vie. Une semaine plus tard, j'ai découvert ce que le soutien si précieux de Fiona coûtait réellement. Je passais en revue de vieux SMS sur un iPad synchronisé que j'avais laissé dans l'ancien logement de mon père, cherchant une date de photo spécifique pour les dossiers de la cérémonie commémorative. Soudain, j'ai vu une notification s'afficher à l'écran. C'était un SMS de groupe accidentel. Fiona avait l'intention d'envoyer un message privé à ma mère, mais elle avait répondu par erreur à un ancien fil de discussion groupé dont je faisais techniquement toujours partie depuis un barbecue organisé 3 ans plus tôt. Le message disait « Il est en réunion de planification tous les mardis et jeudis de 13h à 16h. Il ne regarde absolument pas son téléphone pendant ces heures-là.
Tu te souviens de notre accord, Béatrice? 5% de la part. Fiona, mon amie d'université de confiance. Elle m'avait vendu à ma mère pour la promesse d'une part de l'héritage. Elle leur transmettait mon emploi du temps quotidien exact afin qu'ils sachent précisément quand ma vigilance numérique était au plus bas, et quand lancer leurs attaques de mots de passe sans que je remarque les alertes à temps. J'ai fixé l'écran de l'iPad, la poitrine serrée par une trahison si profonde qu'elle me faisait physiquement mal à chaque inspiration. Je n'ai pas confronté Fiona. Je n'ai pas envoyé de SMS en colère pour exiger des explications. Je l'ai simplement effacé définitivement de ma vie. J'ai bloqué son numéro, je l'ai supprimé de toutes les plateformes sociales et je l'ai mentalement classé dans la catégorie des ennemis. J'avais des chats bien plus importants à fouetter. J'ai passé tout le week-end à fortifier ma vie. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 principaux bureaux de crédit, Equifax, Experian et TransUnion. J'ai changé chaque mot de passe de chaque compte que je possédais pour des chaînes de caractères complexes générées de manière aléatoire et stockées dans un coffre-fort hors ligne crypté. J'ai activé des clés de sécurité matérielle physique pour l'authentification à 2 facteurs sur tous mes comptes financiers, m'assurant que personne ne puisse se connecter depuis un nouvel appareil sans une clé USB physique qui ne quittait jamais ma poche. Ensuite, j'ai sécurisé le périmètre physique de mon domicile. J'ai commandé des caméras Ring haut de gamme et des détecteurs de mouvements discrets. J'ai passé l'après-midi de dimanche à les installer avec une extrême précision. J'en ai fixé une directement au-dessus de ma porte d'entrée, offrant une vue grand angle sur la rue et le trottoir. J'ai caché une caméra plus petite à batterie directement dans une couronne décorative épaisse qui pointait droit vers les boîtes aux lettres de mon immeuble. J'étais prêt. Le piège était parfaitement tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre que les rats mordent à l'hameçon. C'est arrivé un mardi. Je travaillais depuis chez moi, apparaissant délibérément hors ligne sur le système interne de mon entreprise, mais gardant mes appareils personnels juste devant moi. À 13h15 précise, au moment même où Fiona leur avait dit que je serais bloqué en réunion sans mon téléphone, mon appareil a vibré silencieusement sur le bureau. Ce n'était pas un SMS d'un ami. C'était une alerte de mouvement prioritaire provenant de la caméra Ring principale qui donnait sur la rue. J'ai ouvert le flux en direct sur mon moniteur ultra large. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Une Porsche Cayenne noire élégante s'est garée le long du trottoir, juste devant mon immeuble en copropriété. La voiture de Grégory. À travers la vitre teintée, je voyais clairement Grégory assis sur le siège conducteur. La lueur vive d'un écran d'ordinateur portable éclairait son visage dans l'ombre de l'après-midi. Il tapait furieusement sur son clavier. 5 secondes plus tard, une deuxième alerte a retenti. Mouvement détecté aux boîtes aux lettres. J'ai basculé le flux vidéo sur la caméra cachée dans la couronne. Béatrice, ma propre mère, se tenait juste devant les boîtes aux lettres. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées de créateur et un foulard en soie remonté très haut, regardant autour d'elle nerveusement comme un malfaiteur de bas étage dans un mauvais film d'espionnage. Elle a glissé sa main dans ma fente à courrier personnel, essayant de récupérer tout courrier susceptible de contenir des détails bancaires, des numéros de compte ou des cartes de crédit de remplacement physique. À cette seconde précise, une notification instantanée s'est déclenchée sur mon téléphone depuis mon application bancaire, parfaitement synchronisée avec les flux vidéo sur mes écrans. Attention, plusieurs tentatives de connexion échouées détectées. Compte temporairement verrouillé pour votre sécurité. Veuillez contacter le service des fraudes immédiatement. Je suis resté parfaitement immobile sur ma chaise ergonomique. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement d'écran sur mon téléphone et mon ordinateur, capturant la vidéo haute définition en direct de Béatrice en train de violer du courrier fédéral, de Grégory en train de pirater dans sa coûteuse Porsche. Et de la notification horodatée de la banque prouvant que la tentative de cyber-intrusion se déroulait simultanément depuis leur emplacement. Je les tenais. J'avais la preuve numérique solide, indéniable et dévastatrice. La fausse réunion de famille dans ce restaurant de grillade chic n'était qu'une plaisanterie comparée à l'enfer juridique que j'allais déchaîner sur eux devant un tribunal. J'avais assez de preuves médico-légales pour envoyer ma mère et mon beau-père derrière les barreaux pour des crimes fédéraux, et j'allais savourer chaque seconde du démantèlement de leur vie. Dès la seconde où j'ai arrêté l'enregistrement d'écran sur mon téléphone, toute l'atmosphère de mon appartement a changé. L'air n'était plus alourdi par l'angoisse étouffante des manipulations constantes de ma mère et de ses attaques numériques incessantes. Au lieu de cela, il s'est chargé d'une clarté froide et électrique. Je n'ai pas célébré.
Je ne me suis pas levé de ma chaise et je n'ai pas esquissé un sourire de victoire. Je suis simplement passé en mode exécution pure, de la manière exacte dont mon père m'avait appris à gérer une défaillance système majeure. J'ai immédiatement exporté les fichiers vidéo haute définition des caméras Ring, les journaux de serveurs horodatés de mon portail bancaire et les notifications push vers un dossier sécurisé et fortement crypté sur un disque dur externe. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Nora, mon avocate. Je n'ai même pas pris la peine de dire bonjour lorsqu'elle a décroché. Je lui ai simplement dit que je les tenais exactement là où nous le voulions. J'ai expliqué que je possédais des preuves numériques et physiques irréfutables de Béatrice altérant du courrier fédéral et de Grégory tentant d'accéder sans autorisation à une institution financière protégée à l'aide d'un réseau privé virtuel masqué. Nora est restée silencieuse pendant environ 5 secondes, laissant l'ampleur de la situation se poser. Puis sa voix a adopté ce ton professionnel absolu et terrifiant de calme qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à détruire la partie adverse dans une salle d'audience. Elle m'a ordonné de me rendre immédiatement à son bureau du centre-ville et d'apporter chaque pièce de matériel physique que j'avais utilisé pour capturer les données. Assis dans le grand bureau d'angle de Nora 1 heure plus tard, la réalité de la situation s'est enfin concrétisée. Nous avons regardé les images brutes défiler sur le grand écran de sa salle de conférence. Nous avons vu ma mère, vêtue de son foulard en soie ridiculement cher et de ses lunettes de soleil de créateur surdimensionnées, fouiller de ses mains parfaitement manucurées dans le bloc de boîte aux lettres qui m'était attribué. Nous avons vu Grégory, le courtier immobilier prétendument très prospère, transpirer sur le siège conducteur de sa Porsche de location alors qu'il tentait agressivement de forcer l'accès aux économies d'une vie de mon père. Nora n'a pas perdu une seule fraction de seconde. Elle a immédiatement rédigé un rapport juridique complet et a contacté une de ses relations personnelles au sein de la division des cybercrimes de la police locale, un détective chevronné nommé. Parce que le crime traversait des serveurs numériques étatiques et impliquait directement la violation de courrier fédéral, nous avons également déposé une plainte massive et méticuleusement détaillée auprès du Centre de traitement des plaintes contre la cybercriminalité du FBI, IC3. Le détective a jeté un coup d'œil aux flux vidéo synchronisés et aux journaux bancaires correspondants et nous a dit que nous tenions un dossier absolument imparable. Mais Nora l'a empêché d'envoyer immédiatement une voiture de patrouille à leur domicile. Elle m'a dit que nous devions être extrêmement stratégiques. Nous ne pouvions pas abattre nos cartes prématurément et leur permettre de bâtir une défense. Nous devions les laisser s'enfermer dans leur propre tissu de mensonges sous peine de parjure. Alors que l'enquête criminelle s'ouvrait discrètement en arrière-plan, à l'insu de ma famille, ma mère et Grégory ont fait leur geste suivant, incroyablement stupide et arrogant. Ignorant que je surveillais chacun de leurs mouvements à travers une forteresse numérique, ils ont décidé d'intensifier de manière spectaculaire leur tactique d'intimidation. Ils ont officiellement intenté une action en justice civile totalement abusive contre moi devant le tribunal de comté. Cette plainte était un chef-d'œuvre de pure fiction juridique. Ils affirmaient faussement que j'avais exercé une influence psychologique indue sur mon père durant ses dernières années de déclin, le forçant pratiquement à modifier son testament pour les exclure. Ils réclamaient le gel complet et total de l'héritage, un accès libre et sans restriction à mes dossiers financiers personnels, et demandaient à ce que le juge m'oblige à financer intégralement le fonds d'études de Tristan. Ils ont inventé une histoire prétendant que mon père avait verbalement promis de payer les frais de scolarité de l'adolescent avant l'accident de voiture mortel sur l'autoroute. C'était un abus flagrant et dégoûtant du système judiciaire, conçu uniquement pour épuiser mes ressources par des litiges interminables et me contraindre à un accord à l'amiable dans la panique. En raison du caractère agressif de la poursuite, le tribunal a imposé une déposition officielle et une séance de médiation avant de pouvoir inscrire l'affaire au calendrier des procès. C'était exactement ce que Nora et moi attendions. Nous les voulions dans une pièce close, sous serment, s'exprimant directement pour le procès-verbal officiel. La médiation a eu lieu un mardi matin dans un immense immeuble de bureaux du centre-ville de San Diego. La salle de conférence désignée était intimidante par conception, dotée de baies vitrées donnant sur le port, d'une immense table en verre poli et de fauteuils en cuir à haut dossier qui coûtaient probablement plus cher que mon tout premier véhicule. Je suis arrivé 30 minutes en avance avec Nora. Je portais un costume sombre simple et bien ajusté. Je me sentais parfaitement ancré et intouchable. L'entreprise technologique où je travaillais venait de m'accorder ma promotion tant attendue au poste d'ingénieur en chef, assortie d'une augmentation massive de salaire. Mon collègue toxique, Derek, qui avait agressivement tenté de saboter ma carrière en exposant mes drames familiaux au conseil d'administration, avait été publiquement réprimandé pour avoir accédé à mes fichiers de projets privés. J'avais réussi à sécuriser ma carrière, j'avais sécurisé mes revenus indépendants,
et j'étais maintenant tout à fait prêt à sécuriser l'héritage de mon père une fois pour toutes. 10 minutes plus tard, les lourdes doubles portes se sont ouvertes, et le cirque est enfin arrivé. Ma mère est entrée la première, vêtue d'un costume blanc crème sur mesure, portant un sac à main de créateur qui coûtait environ 4000 $. Elle avait l'air incroyablement satisfaite d'elle-même, affichant la posture d'une femme qui croyait avoir déjà gagné la guerre avant même le premier coup de feu. Grégory suivait juste derrière elle, vêtu d'un costume bleu marine à rayures tennis, sa montre Rolex en or massif captant les rayons du soleil matinal qui traversaient les vitres. Leur avocat, Daniel, le même avocat d'affaires mielleux de l'embuscade du restaurant, se tenait à leur côté en portant une serviette en cuir épaisse et surchargée. Tristan était absent cette fois. Il gardait visiblement l'enfant chéri à l'écart des sales besognes juridiques qu'il s'apprêtait à accomplir. Ils se sont assis directement en face de nous. Béatrice ne m'a même pas regardé comme une mère regarde son fils. Elle m'a regardé exactement de la même manière qu'un requin affamé regarde un phoque blessé. Elle a même eu l'audace de soupirer. Un soupir fort et très théâtral, agissant comme si mon refus obstiné de lui céder aveuglément mon argent n'était qu'un désagrément majeur pour son emploi du temps social incroyablement chargé. Daniel a ouvert son ordinateur portable argenté et est immédiatement passé à l'offensive de manière agressive. Il a exposé leurs exigences ridicules avec une arrogance déplacée. Il a déclaré pour le procès-verbal que l'héritage était manifestement destiné à être partagé entre les membres survivants de la famille. Il a soutenu que le règlement du divorce des années auparavant avait laissé Béatrice dans un grave désavantage financier, ce qui était un mensonge et honteux, et que la succession de mon père devait légitimement corriger cette injustice historique. Il a brandi de lourdes menaces de bloquer mes actifs devant le tribunal des successions pour la décennie à venir, s'assurant que je ne verrais jamais un seul centime. Il a exigé que nous liquidions immédiatement les actions technologiques à haut rendement et les biens immobiliers de mon père pour transférer définitivement 65% de la valeur totale vers une fiducie aveugle entièrement contrôlée par Grégory. Je suis resté assis là, écoutant le faible bourdonnement de la climatisation. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés creuser leur propre tombe à chaque phrase. Le greffier assis au bout de la longue table tapait furieusement, capturant chaque menace, chaque mensonge fabriqué et chaque exigence arrogante pour la transcription officielle. Nora a laissé Daniel terminer son monologue épuisant de 20 minutes. Elle ne l'a pas interrompu une seule fois. Lorsqu'il a enfin cessé de parler, se redressant sur son siège luxueux avec un sourire suffisant plaqué sur le visage, Nora a calmement ajusté ses lunettes. Elle a regardé directement Béatrice. Elle a regardé directement Grégory. Et puis, elle a posé l'unique question cruciale de la journée, s'assurant qu'ils y répondent clairement sous serment. Elle leur a demandé, en s'exprimant clairement pour le procès-verbal officiel, s'ils avaient d'abord tenté d'accéder illégalement au compte financier privé de Julian, ou s'ils avaient physiquement altéré sa résidence privée. Ses biens personnels ou son courrier fédéral dans le but de contourner ses systèmes de sécurité. Béatrice a ricané bruyamment, un son d'une pure condescendance. Elle a regardé le médiateur désigné, jouant à la perfection le rôle de la victime profondément blessée. Elle a déclaré clairement et avec assurance qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce dont Nora parlait et que ces accusations délirantes étaient simplement une preuve concrète supplémentaire de ma paranoïa profonde, de mon instabilité mentale et de mon immense cupidité. Grégory a carrément ri, un rire gras et sonore qui a résonné dans la pièce vitrée, et a juré explicitement sous serment qu'il n'avait jamais touché à mes comptes, jamais tenté de pirater mes mots de passe et ne s'était jamais approché de ma propriété. Le piège de leur propre complaisance aveugle venait de se refermer brutalement. J'ai honnêtement pensé qu'ils allaient au moins hésiter. Je pensais qu'ils soupçonneraient que quelque chose n'allait pas compte tenu de la formulation spécifique de Nora, mais leur arrogance démesurée, leur certitude absolue d'être les personnes les plus intelligentes de la pièce les ont complètement aveuglés face à la réalité de la situation. Ils venaient de commettre un parjure criminel sur le procès-verbal officiel, et il n'y avait absolument aucun retour en arrière possible. Le silence absolu qui a suivi leur déni confiance ou serment était assez pesant pour briser la table en verre poli. Nora n'a pas perdu son temps à débattre avec eux. Elle n'a pas haussé le ton ni montré la moindre émotion. Elle a simplement plongé la main dans sa serviette en cuir et en a sorti une petite clé USB argentée hautement cryptée. Elle l'a branchée directement sur son ordinateur portable, a tapé sur quelques touches pour contourner le protocole de sécurité et a projeté son écran sur le grand téléviseur haute définition monté sur le mur juste derrière le médiateur. Daniel, leur avocat grassement payé, a froncé les sourcils. Il a demandé de manière agressive ce que signifiait cette présentation,
arguant immédiatement qu'aucune preuve vidéo n'avait été soumise ou divulguée lors de la phase préliminaire de communication des pièces du procès civil. Nora lui a rappelé froidement et méthodiquement que la preuve concrète d'un crime fédéral actif l'emporte totalement sur les délais de communication standard en matière civile. Et que le département de police de San Diego avait officiellement autorisé la diffusion immédiate de ces images spécifiques pour cette déposition. Le grand écran s'est allumé. Le flux grand angle haute définition provenant de ma caméra Ring donnant sur la rue a rempli la pièce lumineuse. L'horodatage numérique dans le coin inférieur droit indiquait clairement 13h15, un mardi d'il y a exactement 2 semaines. Je me suis adossé à mon siège et j'ai vu la couleur artificielle de la bonne santé s'évaporer complètement du visage parfaitement bronzé de Gregory. Sur l'écran géant, la Porsche Cayenne noire élégante s'est garée le long du trottoir de mon immeuble. La résolution de la caméra était si nette que l'on pouvait lire parfaitement la plaque d'immatriculation. On pouvait voir à travers le pare-brise teinté. On voyait Gregory, clair comme le jour, assis sur le siège conducteur, le visage éclairé par la lueur bleue intense de son écran d'ordinateur portable, tapant furieusement sur son clavier. Daniel s'est agité sur son siège en cuir. Il a essayé de parler, de formuler une objection juridique, mais Nora l'a coupé instantanément en levant un doigt autoritaire. Le flux vidéo à l'écran s'est divisé parfaitement en deux. Du côté droit de l'écran, les images de la caméra cachée dans la couronne ont commencé à défiler avec une netteté remarquable. On y voyait Béatrice, emmitouflée dans ses lunettes de soleil surdimensionnées de créateur et son foulard en soie, jetant des regards nerveux vers la rue avant de plonger agressivement ses mains nues dans la boîte aux lettres qui m'étaient spécifiquement attribuées. J'ai entendu Béatrice murmurer dans le silence. Sa voix tremblait violemment. L'attitude arrogante et intouchable avait disparu, instantanément remplacée par une terreur pure et sans mélange. Elle réalisait qu'elle se regardait commettre un crime fédéral sur un écran géant devant un officier assermenté du tribunal. Nora n'a pas relâché la pression. Sa voix était comme de la glace. Elle a cliqué sur la diapositive suivante de sa présentation. Sur l'écran, juste en dessous des 2 flux vidéo synchronisés, sont apparus les journaux de serveurs officiels obtenus sur assignation directement auprès du service des fraudes de la banque. Nora a utilisé un marqueur rouge numérique pour surligner un bloc de texte spécifique. Les journaux complexes montraient l'adresse IP exacte, acheminée via un réseau privé virtuel bon marché et facilement traçable, tentant de forcer agressivement le mot de passe principal de mon compte d'investissement principal. Elle a ensuite mis en évidence l'horodatage correspondant. Les tentatives de connexion illégale se produisaient à la milliseconde près où Gregory tapait dans la voiture, pendant que Béatrice pêchait physiquement mes relevés bancaires privés dans le courrier. Nora a regardé Daniel droit dans les yeux de l'autre côté de la table. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une preuve numérique et physique irréfutable de tentative de fraude bancaire fédérale, d'usurpation d'identité et de violation du courrier des États-Unis. Elle a rappelé à Daniel que ses clients venaient de commettre un parjure criminel sous serment il n'y avait pas 3 minutes. Elle a ensuite mentionné nonchalamment que le détective et de l'unité des cybercrimes de San Diego étaient actuellement assis dans le hall de ce même bâtiment, attendant patiemment que cette séance de médiation se termine. Daniel avait l'air sur le point de vomir sur la table en verre. Il a presque jeté son stylo argenté de valeur. Il a tourné lentement la tête pour regarder Gregory, son visage virant à un rouge sombre de fureur pure. Il n'en savait absolument rien. Béatrice et Gregory avaient ouvertement menti à leur propre avocat de la défense, le laissant marcher aveuglément dans un piège fédéral colossal. Mais Nora n'avait pas fini. Les vidéos et les relevés bancaires n'étaient que l'arme lourde pour garantir les poursuites pénales. Maintenant, elle allait exposer le motif sous-jacent. Elle allait révéler la vérité pitoyable et embarrassante derrière leur façade glamour et soigneusement mise en scène. Nora a sorti une pile épaisse de dossiers de sa serviette. Elle a demandé à haute voix pourquoi un courtier immobilier prétendument prospère et une riche mondaine du comté d'Orange risquerait de passer des décennies dans une prison fédérale pour une simple partie d'un héritage de taille modeste. Béatrice a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots. Gregory fixait le mur droit devant lui, la mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient se briser sous la pression. Nora a fait glisser le premier dossier épais sur la table en verre poli directement vers le médiateur et a poussé une copie secondaire vers Daniel. Elle a expliqué que durant la phase d'instruction standard pour cette poursuite ridicule qu'ils avaient intentée concernant l'héritage, son équipe avait extrait les dossiers financiers publics de la société immobilière de Gregory, ainsi que l'historique complet des titres de propriété et l'état de l'hypothèque de leur maison de la résidence sécurisée. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table.
C'était le moment que j'attendais. C'était le rebondissement dévastateur ultime que j'avais personnellement découvert tard une nuit en effectuant une vérification approfondie et exhaustive des antécédents de l'empire immobilier soi-disant florissant de Grégory. La voix de Nora a résonné dans la pièce silencieuse. Elle a révélé que Grégory n'avait pas conclu une seule transaction immobilière légitime depuis plus de 14 mois. Son agence immobilière si vantée était fonctionnellement et légalement en faillite. Il devait des centaines de milliers de dollars d'arriérés d'impôts au gouvernement fédéral. Elle a pointé l'écran, notant que la Porsche noire que nous avions vue dans la vidéo criminelle n'était pas achetée, mais louée, et que les paiements étaient en retard de 3 mois. La banque avait déjà émis un ordre de saisie officiel. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot pathétique et brisé. Nora a continué, totalement impitoyable dans ses révélations. Elle a dévoilé que la gigantesque maison du comté d'Orange, celle qui figurait en si bonne place dans les publications somptueuses de Béatrice sur les réseaux sociaux, était actuellement en procédure active de pré-saisie immobilière. Ils n'avaient pas payé leur lourde hypothèque depuis plus de 6 mois. L'argent important du divorce que Béatrice avait initialement pris à mon père avait été complètement et entièrement dilapidé dans des cotisations de country club coûteuses, des vêtements de créateurs, des vacances de luxe, et pour maintenir l'apparence épuisante d'une richesse extrême. La vérité brute flottait dans l'air froid, lourde et incontestable. Il ne se battait pas pour le fonds universitaire de Tristan. Ils ne se battaient pas pour l'équité ou la justice familiale. Ils se battaient pour leur propre survie. Ils étaient totalement, désespérément ruinés. Leur vie entière n'était qu'un château de cartes fragiles construit sur des dettes étouffantes et des filtres Instagram. Ils considéraient l'argent durement gagné de mon père comme leur plan de sauvetage désespéré et personnel. Quand j'ai refusé net de signer au restaurant, ils ont complètement paniqué. Ils ont réalisé qu'ils allaient perdre leur immense maison, leur voiture de luxe, leur statut d'élite. Ce désespoir aveugle les a poussés à commettre une fraude informatique contre leur propre sang. J'ai fini par prendre la parole, rompant mon long silence. Ma voix était tout à fait calme, mais empreinte d'un dégoût glacial. J'ai regardé directement ma mère en pleurs. Je lui ai dit qu'elle ne s'était jamais souciée de la famille. Je lui ai dit qu'elle voulait simplement que mon père continue de payer pour sa vie artificielle en plastique, même depuis sa tombe. Je lui ai dit qu'elle avait tenté de me voler agressivement mon avenir simplement parce qu'elle avait complètement détruit le sien. Béatrice ne pouvait même pas lever la tête pour me regarder. Elle se contentait de fixer la table en acajou verni, des larmes sombres ruinant son maquillage coûteux et soigneusement appliqué. Grégory ressemblait à un ballon dégonflé. Toute son arrogance, toute sa condescendance méprisante avait été balayée, ne laissant qu'un homme brisé et terrifié face à la ruine. Daniel, l'avocat d'affaires hors de prix, s'est levé brusquement et a rangé ses dossiers dans sa serviette avec une énergie frénétique. Il a regardé Béatrice et Grégory avec un mépris total et sans filtre. Il a déclaré formellement pour le procès-verbal qu'il se retirait immédiatement de leur défense. Il leur a dit qu'il lui avait menti, qu'ils avaient fabriqué des preuves et qu'ils avaient commis un parjure en sa présence, mettant sa propre licence d'avocat en danger. Il leur a ordonné de ne plus jamais contacter son cabinet. Il est sorti de la pièce, la lourde porte claquant derrière lui, les laissant complètement sans défense et entièrement seuls. Nora a regardé le médiateur stupéfait, qui fixait les documents financiers avec un choc absolu. Nora a déclaré que nous en avions terminé ici. Elle s'est levée, rangeant son ordinateur portable, et je me suis levé juste à côté d'elle. Alors que nous nous dirigions vers les lourdes portes vitrées pour sortir de la pièce, Béatrice a enfin retrouvé sa voix. Elle était faible, désespérée et incroyablement pathétique. Elle a prononcé mon nom, tendant une main tremblante vers moi à travers la longue table. Elle m'a supplié, pleurant que la banque allait saisir la maison, que Tristan n'aurait nulle part où vivre. Elle a plaidé que j'avais tellement d'argent et qu'il m'était impossible de laisser ma propre mère aller dans une prison fédérale. Elle m'a supplié d'abandonner les poursuites et de les aider. Je me suis arrêté devant la lourde porte. Je me suis retourné lentement et j'ai posé mon regard sur la femme qui avait froidement abandonné mon père, qui avait privilégié l'achat de sacs de créateurs plutôt que ma propre enfance, et qui avait activement conspiré pour voler mon identité financière et ruiner ma vie. Je lui ai parlé d'une voix totalement dénuée d'émotions humaines. Je lui ai dit que je n'avais qu'un seul conseil à lui donner. Je lui ai dit que lorsque la banque finirait par saisir son manoir, elle ferait bien d'emporter un manteau très chaud, car j'avais entendu dire que les cellules de détention fédérale devenaient incroyablement froides la nuit. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte,
les laissant piégés dans cette pièce face à la ruine absolue et écrasante qu'ils avaient méticuleusement construite. Les retombées de cette affaire furent rapides, incroyablement brutales et entièrement publiques. Lorsque Nora et moi sommes sortis de la salle de conférence tendue pour pénétrer dans le hall en marbre élégant et vaste du bâtiment juridique, le détective attendait exactement là où il l'avait promis. Il ne se tenait pas là seul. 2 inspecteurs des postes fédéraux, lourdement armés et en uniforme, se tenaient juste à côté de lui, munis de mandats officiels. Je ne suis pas resté pour regarder les menottes en acier se refermer sur leurs poignets, mais Nora a reçu les rapports de police officiels plus tard dans l'après-midi. Grégory et Béatrice n'ont même pas réussi à atteindre le parking souterrain pour récupérer leur véhicule de location. Ils ont été interceptés de manière agressive juste devant les ascenseurs bondés. Grégory, toujours en train de jouer les vendeurs arrogants, a tenté de l'ouvrir, essayant d'utiliser son charme d'agent immobilier sur les agents fédéraux. Il a affirmé haut et fort qu'il s'agissait simplement d'un énorme malentendu familial autour d'un litige d'héritage. Le détective s'est contenté de lui saisir le bras, de le faire pivoter et de lui lire ses droits de Miranda à haute voix au milieu du hall bondé, sous les yeux de dizaines d'avocats influents et de cadres d'entreprises qui observaient le spectacle. Béatrice s'est complètement effondrée. La femme qui avait passé la dernière décennie à peaufiner méticuleusement l'image d'une richesse sans faille et d'un statut social intouchable s'est affalée contre le mur de marbre froid. Elle a hurlé de manière hystérique pendant que les inspecteurs des postes fédéraux lui serraient fermement les poignets dans d'épais colliers de serrage en plastique. Elle m'a supplié bruyamment de revenir. Elle a crié dans le hall bondé que j'étais un monstre, que je détruisais la famille par pure cupidité. C'était l'humiliation publique ultime et dévastatrice, la chose exacte qu'elle redoutait le plus au monde. Le système judiciaire pénal ne se soucie pas de vos abonnés Instagram, de votre esthétique soignée ou de votre statut de country club exclusif. Les preuves numériques et physiques que nous avons fournies étaient absolues et totalement incontestables. Ils ont été formellement inculpés de plusieurs chefs d'accusation de crimes graves, notamment de fraude électronique, de tentatives d'usurpation d'identité et de violation de courrier fédéral. Comme ils étaient complètement et désespérément ruinés, ils ne pouvaient même pas se permettre d'engager un avocat pénaliste décent pour contester les accusations. Daniel les avait abandonnés et aucun cabinet privé ne voulait accepter leur dossier sans une avance massive qu'ils ne pouvaient pas payer. Ils ont été contraints de s'en remettre à un défenseur public surchargé de travail, qui les détestait visiblement, eux et leur attitude arrogante. Pour éviter un procès devant jury massif et très médiatisé qui se solderait sans aucun doute par une peine de prison de 10 ans, ils ont accepté un accord de plaidé coupable brutal et totalement impitoyable. La juge fédérale qui a présidé l'audience de détermination de la peine était une femme stricte, adepte du franc-parler, qui a regardé ma mère avec un dédain non dissimulé. Pendant l'audience, la juge a déclaré haut et fort pour le procès-verbal officiel que l'utilisation de connaissances intimes et sacrées de la vie d'un enfant, comme le nom de son animal de compagnie d'enfance ou l'adresse de son ancienne école primaire, pour voler l'héritage laissé par son père récemment décédé était l'un des crimes les plus moralement faillis et dégoûtants qu'elle ait jamais vu au cours de sa carrière. Le marteau de la justice est tombé avec une force incroyable. Bien qu'ils aient de justesse évité de passer une décennie entière dans un pénitencier fédéral, principalement parce qu'il s'agissait de leur première infraction pénale officielle et que le vol financier avait échoué grâce à mes mesures de sécurité. La peine alternative a complètement anéanti leur mode de vie. Ils ont été condamnés à 5 longues années de probation fédérale très restrictive et sous haute surveillance. Ils ont été frappés de sanctions financières écrasantes et condamnés par le tribunal à me rembourser intégralement et sans condition chaque dollar que j'avais dépensé en frais juridiques, en enquêteur privé et pour les mesures de sécurité avancées que j'avais dû installer. La juge a également accordé officiellement l'ordonnance d'interdiction permanente et non négociable que Nora avait demandée. Ils ont désormais interdiction légale de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail sous peine d'emprisonnement immédiat. Il leur est strictement interdit de me contacter directement ou indirectement par l'intermédiaire de tiers, ce qui a immédiatement et définitivement mis fin au comportement pathétique de messagère de tante Sylvia. Mais les conséquences professionnelles et sociales furent en quelque sorte bien pires que les conséquences juridiques. La commission immobilière de l'État s'est immédiatement réunie et a officiellement révoqué la licence de courtier de Grégory en raison de la gravité des condamnations pour fraude criminelle. Il ne pourra plus jamais vendre légalement de biens immobiliers dans l'État de Californie. Sans sa licence professionnelle, et avec sa réputation complètement détruite dans le secteur, sa société à responsabilité limitée, LLC, a été officiellement et définitivement dissoute. La banque a finalement exécuté la saisie de l'immense propriété du comté d'Orange.
J'ai appris par le réseau familial que le jour exact où le shérif du comté est arrivé pour les expulser officiellement, Béatrice hurlait sur la pelouse après l'équipe de déménagement, essayant encore désespérément de se faire passer pour la victime d'une terrible injustice systémique. La Porsche Cayenne de location a été saisie directement dans le parking du tribunal le jour même de leur première comparution. Ils ont absolument tout perdu, l'argent volé, leur statut d'élite, cette fausse perfection qu'ils vénéraient. Ils ont été contraints d'empaqueter les quelques affaires bon marché qui leur restaient et d'emménager dans un petit appartement exigu et délabré dans un quartier difficile et à forte criminalité, le genre d'endroit dont ma mère se moquait sans relâche lorsque je grandissais. Tristan, l'enfant chéri gâté, a dû immédiatement abandonner ses études dans son académie privée ridiculement chère. Privé de tout fonds universitaire et avec des parents croulant sous d'immenses dettes pénales, il a été contraint de prendre un travail éreintant au salaire minimum, effectuant l'équipe de nuit dangereuse dans une station-service locale. Simplement pour les aider à payer les courses de base et à garder l'électricité. Ce ne fut pas seulement une victoire juridique dans une salle d'audience. Ce fut l'effondrement complet et total d'un empire toxique et parasite. Ils avaient tenté d'attaquer mes fondations solides pour colmater les brèches béantes de la leur, et ce faisant, ils avaient fait s'effondrer toute la structure sur leur propre tête. Dans les longs mois calmes qui ont suivi le dénouement dramatique au tribunal et la destruction complète de la fausse vie de ma mère, ma propre existence n'est pas seulement revenue à la normale, elle a prospéré et s'est épanouie de façon que je n'aurais jamais cru possible. Une fois le poids massif et étouffant de la toxicité sans fin de ma mère définitivement coupé de ma vie, j'ai enfin pu respirer à plein poumon. Je suis retourné dans mon appartement calme et paisible de Carlsbad, l'endroit exact où mon père avait passé des années à m'apprendre à être un homme responsable et indépendant. Pour la première fois depuis l'effroyable accident de voiture, l'appartement ne semblait plus hanté par un deuil lourd ou de l'anxiété. Il ressemblait à une forteresse de paix impénétrable. Au travail, ma promotion au poste d'ingénieur en chef est devenue officielle et publique. J'ai quitté le grand espace de bureau cloisonné pour m'installer dans un grand bureau d'angle avec vue. L'augmentation massive de mon salaire signifiait que je n'avais même pas besoin de toucher à un seul centime de l'héritage pour vivre incroyablement confortablement. Derek, le collègue toxique qui avait agressivement tenté de capitaliser sur mon drame familial pour me voler ma place, n'a pas pu supporter le fait que je l'ai complètement battu. Il s'est fait muter dans un autre service dans une autre ville, profondément embarrassé. Il a enfin compris qu'on ne peut absolument pas surpasser ou être plus malin que quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui a tout à protéger dans ce monde. Je me suis assis avec Nora et un planificateur financier agréé hautement recommandé. Nous avons pris l'intégralité de l'héritage, les versements importants de l'assurance vie et les actions technologiques de grande valeur, et nous avons complètement restructuré l'ensemble de mon portefeuille. Nous avons verrouillé la majeure partie des actifs dans une série de fiducies aveugles complexes et de fonds indiciels hautement diversifiés. Garantissant au-delà de tout doute que la richesse pour laquelle mon père s'était sacrifié toute sa vie continuerait de croître silencieusement en arrière-plan, absolument intouchable par quiconque d'autre que moi. Je ne suis pas allé m'acheter une Porsche tape à accent grave l'œil. Je n'ai pas acheté un immense manoir vide. J'ai continué à conduire ma voiture raisonnable et entièrement payée, à manger mes déjeuners préparés et à vivre bien en dessous de mes moyens, honorant profondément la philosophie financière exacte que mon père m'avait inculquée depuis l'adolescence. Mais alors que la poussière retombait, j'ai également réalisé une vérité profonde. J'ai réalisé qu'avoir de l'argent ne consistait pas seulement à ériger un mur élevé pour empêcher les monstres d'entrer. Il s'agissait aussi de tendre une échelle solide pour aider les autres à s'élever. Je me souvenais très bien de la terreur pure et paralysante que j'avais ressentie lorsque j'avais réalisé que ma propre famille essayait activement de voler mon identité financière. J'ai pensé aux milliers de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un requin du barreau impitoyable comme Nora pour les défendre, ou les compétences techniques avancées pour traquer les adresses IP masquées et installer des pièges photographiques numériques. En travaillant discrètement et entièrement par le biais d'un intermédiaire juridique pour préserver ma stricte confidentialité, j'ai créé une fondation caritative anonyme en utilisant une partie importante des dividendes de mes investissements. Chaque année, ce fonds spécifique fait des dons importants à des organisations d'aide juridique qui soutiennent spécifiquement et exclusivement les personnes âgées et les jeunes adultes victimes d'abus financiers familiaux, de coercition et d'usurpation d'identité. Je me suis assuré que l'argent que ma mère avait si désespérément essayé de voler pour s'acheter des sacs à main de créateurs et des abonnements de country club servent plutôt à embaucher des avocats combatifs pour des personnes terrorisées par leurs propres proches cupides et toxiques. C'était l'hommage ultime à la mémoire de mon père. C'était un homme discret qui protégeait inlassablement les siens, et maintenant, son héritage financier protège activement des personnes innocentes qu'il n'a même jamais rencontrées.
Parfois, je m'assieds sur mon petit balcon la nuit, écoutant le bruit lointain et apaisant de l'océan qui s'écrase sur le rivage, et je réfléchis profondément au concept même de famille. La société nous conditionne constamment à croire que le sang est un lien indestructible et sacré, que l'on doit à ses parents une loyauté indéfectible et un pardon sans fin simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. Mais ce que j'ai appris à travers l'épreuve la plus dure, la plus brutale et la plus terrifiante de mon existence, c'est que le sang fait de vous des parents par pur accident biologique. La véritable loyauté, le respect mutuel et l'amour inconditionnel sont les seules choses qui font de vous une famille. Ma mère a agressivement militarisé le mot famille pour tenter de me dépouiller de mon avenir et de ma sécurité. Elle a utilisé l'illusion profondément ancrée de l'amour maternel pour tenter d'exécuter un casse financier calculé. J'ai dû faire le deuil douloureux de la perte de ma mère 2 fois dans ma vie. D'abord, lorsqu'elle nous a froidement abandonnés après le divorce pour une vie de luxe, et ensuite, lorsque j'ai réalisé qu'elle n'était rien d'autre qu'un prédateur dangereux arborant un visage familier. Mais l'exclure de ma vie n'a pas été une tragédie à pleurer. C'était l'amputation nécessaire d'une maladie mortelle qui s'attaquait activement à mon avenir. Poser des limites fermes et sans concession n'est pas un acte de cruauté ou d'égoïsme. C'est un acte de préservation de soi extrême et nécessaire. Vous ne devez absolument pas votre paix, votre santé mentale ou votre sécurité financière durement acquise à quiconque refuse de vous respecter en tant qu'être humain. Si quelqu'un dans votre vie, quel que soit son titre, son âge ou son lien biologique avec vous, vous traite comme une ressource à exploiter plutôt que comme un être humain à aimer, vous avez tout à fait le droit de vous en aller. Vous avez tout à fait le droit de construire une forteresse impénétrable, d'en verrouiller les lourdes portes et d'en jeter la clé. Mon père m'a laissé une somme d'argent substantielle, certes. Mais le véritable héritage durable qu'il m'a laissé, c'est le courage inébranlable de me tenir dans une pièce remplie de gens qui essaient agressivement de me détruire, de les compter à haute voix et de leur dire exactement où ils peuvent aller. Il m'a appris que la véritable richesse durable n'est pas ce que l'on porte au poignet ou ce que l'on garde en son allée. La vraie richesse, c'est la capacité de regarder le diable droit dans les yeux sans ciller et de lui dire non.